Bonsoir à vous tous qui nous recevez à travers le territoire national ainsi qu'à vous qui nous recevez hors des frontières gabonaises. Vous êtes bien sûr la télévision Shekina TVS, les 655.25.50 MHz. Au sommaire de cette édition d'information, célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'eau. Nous parlerons également au sommaire de ce journal de l'audience entre le ministre de l'Éducation et l'UNESCO. Enfin, il s'agira également de parler de ce cambriolage au QG ou au bureau de Maître Louis Gaston Maïla. C'était le titre de ce journal. À présent de développement, nous commençons ce journal avec cette triste nouvelle qui nous vient du côté de Port-Gentil. Il s'agit du drame qui a eu lieu dans cette ville. Claude Auré, français de 66 ans, a été retrouvé pendu dans la matinée du 21 mars 2017 dans les locaux de la société Robert Service où il exerçait en qualité de chef d'atelier mécanique. Selon les informations recueillies par nos confrères de Gabon Review, Claude Auré n'avait pas touché son salaire depuis 8 mois et comme beaucoup d'employés de la société, il était très endetté. Nous l'annonçons tout à l'heure au sommaire de ce journal, le bureau de Maître Louis Gaston Maïla a été vandalisé dans la nuit de mardi à mercredi. Le prévenu, ou du moins le propriétaire des lieux, s'indigne de cette situation. Reportage. C'est en escaladant ce poteau électrique situé au pied du bâtiment abritant les bureaux de Maître Louis Gaston Maïla, au centre-ville de la capitale gabonaise, que les indélicats ont accédé en toute quiétude à celui-ci, avant de défoncer la baie vitrée dépourvue de grille de protection. À l'entrée, on peut apercevoir les traces de la paume du pied, mais une fois dans l'espace vandalisé, on retrouve des objets dont se seraient servis les malfrats, comme cette hache privée de manche et ce couteau enfoncé dans le fauteuil. Une visitation qui désole le propriétaire des lieux qui parle d'un acharnement. Je suis arrivé ce matin à mon bureau. Grande surprise, je trouve tout dessus-dessous. Le bureau était mis en sac, les tiroirs tirés. Il y avait une hache avec laquelle ils ont forcé certains meubles et tout. Bon. Je suis surpris parce que je n'ai pas d'argent pour laisser une partie au bureau. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on cherche. Bon, on a escaladé le mur pour rentrer vers mes bureaux. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis seulement surpris d'un tel acharnement. Parce qu'apparemment ce n'est pas les documents qu'ils cherchent. Tout ce que j'ai dit, je le diffuse, je parle. Donc qu'est-ce qu'on peut vouloir chercher qui serait secret dans mes bureaux? Donc je ne sais pas, c'est une volonté de nuire. C'est devenu un sport que de nuire à Maïla. C'est celui qui fera le plus mal. Bon. Je constate avec vous, c'est tout. L'espace bureautique a été visité au peigne fin, document par document, mais aucun objet de valeur n'a été emporté. La victime y voit une main derrière l'acte posé. Quelqu'un qui va cambrioler un bureau, qui laisse les parfums, qui laisse les télévisions, qui laisse tout, il y a quand même un problème. Si c'était de l'argent qu'il cherchait, il prendrait même des parfums qu'ils ont trouvés là. Il prendrait les télévisions, il prendrait toutes les valeurs qui étaient là. Ils sont contentés de voler des médailles. Bon, normalement, s'ils portent des médailles dont ils ne sont pas titulaires, c'est port illégal de décoration. Et puis bon, ils ont cassé des meubles et tout, comme si c'était une volonté vraiment de faire mal. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce que c'était à les voler. On a déplacé les tables. Bon, si c'est pour placer les micros, mieux vaut me les envoyer si je dis ce qu'il y a à dire. Si c'est des documents comme les demandes, je vais les donner. J'ai pris la décision de laisser les bureaux ouverts, comme ça ils ne vont pas donner la peine de casser. Je fais un communiqué en disant, allez-y au bureau, tout est ouvert. Comme ça, ce n'est pas la peine de casser. Je ne vois pas, je ne suis pas une quelconque autorité, je dirige un parti politique, j'ai un cabinet d'avocats, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut venir chercher dans mon bureau. Les actes de vandalisme sont fréquents au bureau par ailleurs, direction générale du parti de Maître Louis Gaston Maïla. Cet acte de vandalisme est le deuxième en 1 an et le 4e en 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir rechercher dans son bureau? S'est-il interrogé. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré ce jour la Journée mondiale de l'eau, une célébration qui intervient dans un contexte toujours marqué par le manque d'eau dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise. Un reportage de Pierre Parfait Mbadikoum. Le 22 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau. Au Gabon, cette journée intervient dans un contexte toujours marqué par des problèmes d'adduction en eau potable dans plusieurs quartiers de Libreville, d'Ovendo et d'Akonda. Nous sommes loin du développement. Ici, nous avons toutes sortes de difficultés. Ici, nous vivons comme les gens de la campagne. Nous n'avons ni d'eau,
l'eau, pour avoir l'eau, il faut parcourir des kilomètres. Avec 800 km de littoral et des pluies abondantes, l'eau est partout dans le pays, sauf dans le robinet. Pour se procurer de l'eau, nombreux sont ceux qui doivent parcourir des kilomètres ou veiller tard dans la nuit. À Libreville, des travaux qui portent sur les réseaux de drainage, de collecte et de distribution d'eau sont souvent annoncés, mais les résultats se font longtemps attendre. Ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas l'eau ici. Si les gouvernants affirment qu'un plan national d'infrastructure prévoit des chantiers d'envergure dans le domaine de l'accès à l'eau, les populations réclament encore une plus grande efficience dans l'action publique. Une note de santé dans ce journal, et pour parler de la pandémie du VIH-Sida, l'un des principaux obstacles à cette lutte est surtout l'absence d'agents de santé. Et Marielle Ecom, dans l'analyse qui va suivre, revient sur la nécessité d'une délégation des tâches pour une meilleure prise en charge de la pandémie du VIH-Sida. Reportage. À l'occasion de l'ouverture hier de l'atelier de validation du guide de la délégation des tâches concernant l'offre des services de la prise en charge du VIH-Sida, Denisa Plogan, directeur général adjoint de la prévention du sida, est revenu sur la problématique du personnel de santé. Les données nationales de 2015 montrent une faiblesse de la couverture en dépistage de moins de 10%. La couverture nationale en traitement ARV est de 62% chez les adultes, 40% chez les enfants et 86% chez les femmes enceintes. Les différentes causes peuvent être à l'origine de cette faible couverture des services, telles que l'insuffisance et l'inégalité de répartition des ressources humaines dans les structures sanitaires composant la pyramide sanitaire, les problèmes structurels, a indiqué Denisa Plogan. Les normes de l'OMS voudraient que la couverture en agents de santé soit répartie comme suit: un médecin pour 5000 habitants, une sage-femme et un infirmier pour 3000 habitants. Au Gabon, selon les statistiques de 2011, les ratios pour ces catégories professionnelles de santé étaient d'un médecin pour 14 000 habitants. Toute chose qui représente un déficit de 2 médecins par rapport à la norme, une sage-femme pour 6 000 habitants et un infirmier pour 4 500 habitants, ce qui représente 15 à 20 fois les normes de l'OMS pour cette catégorie de personnel. Ces données montrent clairement une faiblesse au niveau de la couverture en ressources humaines. Les médecins de la prise en charge du VIH-Sida sont particulièrement concernés. Une situation qui pourrait justifier les difficultés rencontrées dans la mise à l'échelle du traitement ARV, d'autant plus que les médecins sont les seuls prescripteurs du traitement ARV. La faiblesse couverture en ressources humaines exige une délégation des tâches des professionnels hautement qualifiés aux professionnels qualifiés et à ceux qui le sont moins, ce qui permettrait d'étendre la prise en charge dans toutes les structures et améliorer de ce fait la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. En Afrique, 57 pays, dont 36, souffrent de cette crise des effectifs, d'où la nécessité de la délégation des tâches qui serait un moyen pour résorber ce problème sanitaire crucial au continent africain. Et merci Marielle Ecom pour cette suggestion sur la délégation des tâches. Nous poursuivons cette édition d'information cette fois-ci dans le dossier éducation et la suspension des activités de la CONACYSED, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation en travers le territoire national par le ministre de l'Intérieur provoque des réactions auprès des acteurs de l'éducation qui pensent que la décision ministérielle violerait les textes qui régissent le fonctionnement des syndicats. Francis Obam sur les images de John Hilaire Bouillard. L'arrêt des activités de la CONACYSED, Convention nationale des syndicats de l'éducation, n'est pas acceptable, surtout si les textes qui régissent le fonctionnement des organisations syndicales n'ont pas été respectés. La mesure du ministre de l'Intérieur de suspendre les activités de la CONACYSED provoque un grand étonnement chez plusieurs acteurs de l'éducation. La CONACYSED est une centrale syndicale regroupant 7 syndicats qui luttent pour le bien-être du secteur. Sa suspension ne serait-elle pas pour les politiques un refus catégorique d'accéder à leurs demandes? Si maintenant les textes n'ont pas été respectés, que la CONACYSED de voir le tribunal administratif qui est à même de régler les problèmes administratifs entre une entité et une autre. Je crois que ce problème sera vite réglé, on fera la lecture du droit et automatiquement la CONACYSED reviendra
dans les normes qui nous permettent d'exercer et aura les supports juridiques permettant de confondre, n'est-ce pas, ceux-là qui n'auront pas respecté ces normes. C'est le pays c'est le nôtre, le monde qu'on se dise, la loi on la respecte. Les membres de la CONACYCED ne doivent pas aussi faire l'amalgame entre la politique et le syndicalisme. Ils devraient faire la différence entre l'activité syndicale et l'activité politique, même si de façon personnelle, certains peuvent faire de la politique. Il faut également que les syndicats sachent faire la différence entre l'activité syndicale et l'activité politique. Laisser la politique aux politiciens, aux hommes politiques et aux partis politiques, et laisser le syndicalisme, la défense des travailleurs à cela. Qu'on ne fasse pas l'amalgame. Maintenant, il peut arriver qu'à l'intérieur de chaque organisation, des individus en particulier aient leurs opinions politiques, on les respecte. Nous osons croire que l'incompréhension entre la CONACYCED et le gouvernement se dissipera à temps pour que les choses aillent pour le mieux dans le secteur éducation. Éducation encore est le siège de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. La direction de Libreville a servi de cadre ce matin à une réunion entre les responsables du département ministériel de l'éducation et le représentant de l'UNESCO. Était présent pour une rédaction Johnny Lerbouya et Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. Une audience conjointe entre les ministères en charge de l'éducation et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a eu lieu ce matin au siège de cette institution. Les échanges ont porté sur l'élaboration d'un plan sectoriel de l'éducation. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et la formation des cadres s'est dit honorée de présider cette séance de travail en adressant ses vifs remerciements à l'UNESCO qui s'affirme comme partenaire technique dans l'élaboration des politiques du secteur de l'éducation au Gabon. La mise en application de l'élaboration de ce plan sectoriel de l'éducation passera par l'examen du Premier ministre-chef du gouvernement, Emmanuel Issouzin Gondé, avant la validation par le président de la République. L'actualité à l'intérieur du pays nous conduit notamment à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, au thème de l'Assemblée générale tenue par le syndicat national des magistrats du Gabon, de son acronyme SINAMAG. Les activités ont repris au tribunal de première instance de Port-Gentil. Le récit d'Extanel Ovonondong de Média Plus. Paralysées par la grève générale illimitée déclenchée le 23 novembre 2016 dernier, les juridictions judiciaires, administratives et financières ont finalement repris du service à travers l'ensemble du territoire national à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 14 février dernier à Libreville, capitale gabonaise, par le syndicat national des magistrats du Gabon, SINAMAG. Au tribunal de première instance de Port-Gentil, les personnels de justice se sont bel et bien arrimés à cette décision de suspension de la grève, observée dans leurs locaux depuis 2 mois, réaffirme ici le procureur de la République près l'audit tribunal. Effectivement, le mouvement de grève annoncé par le syndicat national des magistrats du Gabon s'est vu suspendu après la négociation avec la tutelle. Parce que nous avons également reçu le courrier venant du syndicat qui nous informait qu'il y a eu des avancées significatives et puis de continuer les activités. Et donc, suite à cette suspension, le travail a bel et bien repris au niveau du palais de justice de Port-Gentil. Port-Gentil n'est pas une particularité. Conscient du mal causé par cette grève auprès des usagers, ce malgré l'effectivité du service minimum, le patron du parquet de la République, près le tribunal de première instance de Port-Gentil, rassure à l'opinion marigovéenne de la reprise proprement dite des activités au sein de l'ensemble des juridictions concernées. Il était difficile pour nous de tenir des audiences, mais puisque
Du côté de ce corps également, le corps de greffe, leur syndicat a également annoncé la semaine dernière la suspension de la grève. Les activités vont donc bel et bien reprendre à partir du lundi 27. Nous allons reprendre avec les audiences. Donc toutes les personnes qui ont une affaire au niveau du tribunal, ces personnes peuvent passer, mais nous vous confirmons que les activités ont bel et bien repris et que le tribunal de Port-Gentil fonctionne. Rappelons que sur les 6 points inscrits dans le cahier de charges de revendication, le SINAMAG aura constaté quelques avancées significatives du gouvernement en attendant le prochain Conseil supérieur de la magistrature, notamment la réception des nouvelles tauges, le paiement des arriérés de la prime d'incitation à la performance, pour ne citer que cela. La sérénité étant de retour dans ces différents services, les nombreux cas tels que les détentions préventives, licenciements abusifs, délivrance de certains documents pourront désormais être revus. Nous restons toujours à Port-Gentil, la capitale économique, en compagnie du chef de quartier de Bac Aviation, un quartier situé derrière la Syrie, qui nous retrace l'historique de ce quartier en tant que l'un des premiers habitants. Les détails, les contours et recoins de ce quartier, il les a confiés à notre confrère de Média Plus, Axel Edwin Nzengi. Arrivé parmi les premiers habitants de Bac Aviation, situé derrière la scierie de transformation de bois, le chef de ce quartier nous retrace l'historique de cet environnement. Je suis ici depuis 1994. C'est là où j'avais commencé à débrousser. Il y avait la brousse des deux côtés. Il y avait la brousse bien fermée. Il y avait les arbres et l'eau. Il y avait un grand lac là. Donc, moi et ma femme, on faisait la pêche là. Presque tout le monde. Les gens qui quittaient vers Ngadi là-bas, ils venaient faire la pêche ici. Un quartier de Bac Aviation où les populations vivent encore paisiblement malgré quelques difficultés. Nous sommes bien ici. Comme c'est un nouveau quartier, il n'y a pas encore le banditisme. Les braqueurs, il n'y en a pas encore. Mais ce qui nous manque, c'est la route. Et les conduites d'eau. Tout ça, j'avais déjà écrit à monsieur le maire. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore la suite. Selon cet auxiliaire de commandement, ce jeune quartier aura un nom d'ici quelques temps. C'est un nouveau quartier, mais bientôt je vais donner un nom. Un nom, je vais nommer Mayelere. Mayelere veut dire à langue. Nous, à langue, c'est Mayelre. Mais en français, je vais essayer. Je vais essayer. Parce qu'il y avait tous les gens qui passaient là. Comme il y avait un grand lac là, les arbres, le machin. Bon, c'est là où les gens me disaient que, oh, mais le vieux papa là, il fait quoi là? Et ça, il va réussir à construire. Bon, avec grâce de Dieu, j'ai trouvé la place. Là où maintenant c'est propre. J'ai remblé, j'ai déjà ma maison. C'est là où je vais dire que je vais nommer le nom Mayelre. Il énumère également la présence des reptiles et autres espèces animales. Il y a les serpents, il y en a encore. Mais avant, c'était beaucoup. C'est là où je suis là. J'avais tué des pitons, des pitons. Les antilopes aussi, pareil. Il y avait les antilopes, oui. Antilopes au cheval. Le recul des reptiles et la disparition complète des bêtes sont dus à la présence des hommes qui ont envahi leur environnement naturel d'autrefois. Politique à présent, les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais du premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville étaient en conclave dans l'objectif de la célébration en différé du 12 mars qui marque la création de ce parti politique. Ephraim Bioguedzo, Floria Seondo, reportage. Le membre du bureau politique PDG, premier siège, 3e arrondissement, élu local et maire de la commune de Libreville, est allé s'entretenir avec les populations de sa circonscription politique afin de mettre en place les mécanismes devant permettre la bonne tenue de la commémoration en différé du 12 mars 2017 dans le 3e arrondissement. Autre fait abordé non moins important,
La circulaire portant sur l'organisation de cet événement adressée à l'endroit des militants de cette formation politique par son secrétariat général. S'en suivra la communication liée au dialogue national demandé par le patron de l'exécutif. Il s'agissait pour nous de réunir justement les militants, premier siège, 3e arrondissement, dans le cadre de la manifestation différée du 49e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Les membres du bureau politique premier siège ici présents, c'est-à-dire la camarade Fleur Mistoul, le camarade Khalid Siedan et la camarade Rose Christiane Ouskara Ponda, ont réuni cet après-midi l'ensemble des militants, cadres de notre siège, afin de leur faire prendre connaissance justement de cette orientation-là quant aux différentes manifestations futures qui vont avoir lieu d'abord jeudi dans le cadre de la province à Rambo et samedi dans le cadre justement de notre siège ici au sein de notre siège. Donc voilà un peu la teneur de notre réunion. Et il fallait également sensibiliser ces militants cadres du dialogue national qui va être officiellement ouvert par le chef de l'État mercredi 28 mars prochain afin de leur faire justement imprégner de tout ce qui a été dit au sein justement de la commission ad hoc chargée justement de préparer ce grand rassemblement qui va voir la participation de la société civile, également des partis politiques. Voilà un peu l'objet de notre réunion cet après-midi. C'est un rang serré que les militants et militantes du Parti démocratique gabonais entendent aborder les sorties futures. Nous en venons à présent à la page sportive de ce journal. Au terme des activités de la GAM, Association gabonaise des arts martiaux, le week-end écoulé, Maître Joumapek tiendra ce dimanche dès 9h un stage de perfectionnement destiné aux athlètes et encadreurs. Le récit de Mouskouni Ngonumba. Sport encore, et en prélude à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de U17, la Fédération gabonaise de football a mis en place un championnat national des moins de 17 ans. Mais à ce sujet, encadreurs et techniciens sont confrontés à un problème de la limite d'âge. Yasser Nicolandon. La Fédération gabonaise de football organise depuis le 27 février dernier le championnat national des moins de 17 ans en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Aujourd'hui, à sa dernière phase, avant l'entrée en liste des gamins, se pose un véritable problème, notamment celui de la limite d'âge. Un phénomène devenu un maillon fort au sein des sélections nationales. Raphaël Nzamba, superviseur à la matière, nous décline les mesures prises face à ce problème. Quant à l'organisation des activités sur le plan national, l'encadrement technique salue l'initiative mise en place afin de permettre aux jeunes de vivre dans un climat sain.
Au sortir de cette dernière journée, l'équipe technique et les meilleurs jeunes retenus seront en regroupement dans l'intérieur du pays avant l'entrée en liste le 21 mai prochain. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de l'eau, événement exceptionnel, question exceptionnelle. Nous sommes là dans la rubrique Expression libre et John Hilaire Bouillard vous a posé la question de savoir quel est le pays le plus grand consommateur d'eau au monde. À cette question, aucune bonne réponse dans l'ensemble. Le pays le plus grand consommateur d'eau au monde, c'est bien sûr le Pakistan. C'est aussi le pays qui a le plus besoin d'eau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.